Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer le cours, le chapitre 9 sur la chimie organique et on va s'intéresser d'un peu plus près à la partie synthèse organique, c'est-à-dire comment on fabrique des nouvelles molécules en chimie. On va commencer avec quelques révisions et on va réviser la notion de réactif limitant. Alors, on va s'intéresser à une réaction chimique toute simple, la combustion du dihydrogène avec le dioxygène pour former H2O de l'eau. Alors c'est une réaction qui est extrêmement violente et qui sert entre autres à propulser par exemple les fusées. Alors, on va commencer par équilibrer cette réaction, c'est-à-dire qu'on va vouloir écrire de chaque côté de la flèche la même quantité d'atomes d'hydrogène et d'oxygène, puisque ce sont les deux espèces chimiques qui interviennent dans cette réaction. Donc, si je veux former avec H2 et O2 H2O, il faut que je prenne pour chaque molécule de dioxygène deux molécules de dihydrogène et je forme ainsi deux molécules d'eau. La réaction chimique est totale, c'est une combustion rapide, exothermique, et on peut déterminer à la fin de la réaction ce qui reste dans le milieu réactionnel en fonction de ce qu'on a mis au départ. Et dans la petite vidéo que vous allez voir tout de suite après, on va introduire la notion de réactif limitant sur l'exemple de cette réaction chimique. C'est parti. Bien, nous voyons ici, représenté par des petites briques, un ensemble de pièces représentant H2 en blanc et O2 en rouge. 1, 2, 3 molécules de O2 et ainsi 1, 2, 3, 4, 5, 6 molécules de dihydrogène. La réaction chimique consiste à casser les liaisons entre les différentes molécules de réactifs pour former de nouvelles espèces chimiques appelées produits, ici H2O. Voilà. Chaque fois que nous fabriquons une molécule d'H2O, nous utilisons une molécule de H2 et un oxygène provenant d'une molécule de dioxygène. La réaction chimique s'arrête lorsqu'il n'y a plus de réactif disponible pour réagir. Ici, nous avons consommé l'intégralité des molécules de dioxygène et l'intégralité des molécules de dihydrogène. Prenons un cas légèrement différent. Ici, nous avons 3 molécules de dihydrogène et 2 molécules de dioxygène. Nous pouvons fabriquer 2 molécules d'eau, mais pour aller plus loin, on va se rendre compte qu'il va nous manquer immédiatement une molécule de dihydrogène, et je ne peux pas garder un atome d'oxygène tout seul. J'ai donc un réactif ici qui me manque, que je vais appeler le réactif limitant. Si je rajoute un peu plus de dihydrogène, ici une molécule, je vais pouvoir faire avancer la réaction à nouveau, et je me retrouve avec une réaction totale et j'ai consommé tous mes réactifs. Tadam! Bien, alors, de retour sur notre cours, notre notion de réactif limitant et de réaction totale est très importante, et surtout, elle est assez peu courante en chimie, puisqu'on se rend compte qu'on trouve régulièrement en chimie des réactions qui ne sont pas totales, mais qui sont équilibrées, c'est-à-dire que ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Alors, on va introduire un exemple de réaction chimique assez courant, et on va s'en servir pour illustrer la notion d'équilibre, et de réaction équilibrée ou limitée. Alors, il s'agit de l'estérification. L'estérification, c'est une famille de réactions chimiques, hein, et on va faire réagir ensemble deux molécules organiques, une molécule qui comporte la fonction acide carboxylique, qu'on a vu tout à l'heure, dans le précédent cours, et une autre molécule, différente, mais qui va contenir, une molécule organique aussi, mais qui va contenir la fonction alcool cette fois-ci. On va faire réagir ensemble la fonction acide carboxylique et la fonction alcool ou hydroxyle
pour former une nouvelle espèce chimique qui va s'appeler un ester. Alors les esters sont assez connus parce que la plupart du temps, ils ont comme propriété d'être odorants et d'apporter synthétiquement des odeurs de banane, de vanille, de poire, etc. L'exemple qu'on va illustrer ici, on va prendre deux espèces chimiques organiques, un acide carboxylique ici, donc on reconnaît OH et O double liaison sur le C, qui forment la fonction acide carboxylique, posé sur deux carbones, donc éthane, et donc c'est de l'acide éthanoïque, ou autrement appelé vinaigre, vinaigre qu'on consomme habituellement. On va la faire réagir avec cette molécule ici, qui est du propanol. On a 3 carbones, donc prop, et on a la fonction alcool ici, donc c'est du propanol. Celui-là, on ne le boit pas par contre. Bien, alors, si je fais réagir ces deux espèces chimiques ensemble, si je les mélange, je vais obtenir deux nouvelles espèces chimiques, de l'eau, H2O, assez classique, vous connaissez, et cette nouvelle molécule où on a un peu attaché le propanol à l'acide éthanoïque en enlevant H2O, c'est pour ça qu'on le retrouve ici, et cette liaison ici, C double liaison O, simple liaison O, s'appelle un ester. Donc c'est un ester entre l'acide éthanoïque et le propanol. Et ça s'appelle de l'éthanoate de propyle. On retrouve éthane pour les deux carbones à gauche et prop pour les trois carbones à droite. L'éthanoate de propyle est un ester et lui, il a une odeur de poire. Il sert aussi de solvant organique. Dans cette réaction chimique, ce qu'on observe, c'est que si on mélange ces deux espèces chimiques, on va avoir l'apparition petit à petit de ces deux autres espèces chimiques, donc de ces deux produits. Mais pas que. En fait, la réaction se passe aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous mettez en contact de l'éthanoate de propyle, cet ester avec de l'eau, il va réagir et former de l'acide éthanoïque et du propanol. La réaction se passe dans les deux sens. Et comme elle se passe dans les deux sens, on dit qu'elle s'équilibre, c'est-à-dire que on va avoir les 4 espèces chimiques à la fin de la réaction. Et on va appeler la fin de la réaction le moment où la quantité de chacune de ces espèces chimiques ne bouge plus, qu'il n'y a plus d'évolution. Alors microscopiquement, ça ne veut pas dire que rien ne se passe, ça veut dire qu'on va autant faire de molécules dans un sens que dans l'autre. Si maintenant on se débrouille pour que cet équilibre soit de telle sorte à ce que on ait beaucoup de ces espèces chimiques-là qui réagissent pour former de l'éthanoate de propyle et de l'eau, et peu dans l'autre sens, on va déplacer notre équilibre et faire plein de ces molécules-là. Si c'est celle qui nous intéresse, on est content. Par contre, attention, si on ne travaille pas comme il faut, on peut déplacer l'équilibre dans l'autre sens, c'est-à-dire faire disparaître tout l'éthanoate de propyle, tout l'ester, et former les réactifs de départ. Et ça, on n'est pas très content. Donc on va voir que ça, c'est très important en chimie, et c'est un petit peu le challenge de la vie du chimiste en génie des procédés, et en chimie organique. Ok, donc quand une réaction n'est pas totale, comme ça peut arriver par exemple sur le cas de l'estérification, on va s'intéresser à 3 problématiques. La première, c'est savoir où est-ce qu'on en est dans la réaction. Être capable d'identifier, de connaître la composition de notre milieu réactionnel, puisque on ne sait pas comment va s'établir l'équilibre, donc il faut qu'on le détermine. Ensuite, on va essayer de bouger cet équilibre, de manière à obtenir, si possible, le maximum de produits qui nous intéressent. Donc pour ça, on va essayer de savoir comment on peut contrôler l'équilibre de cette réaction. Et enfin, comment on peut récupérer à la fin le produit le plus pur possible. Si vous essayez de fabriquer une espèce chimique, vous ne voulez pas récupérer tous les réactifs de départ, vous voulez juste récupérer le produit qui vous intéresse, que ce soit un médicament, une drogue ou n'importe quoi, un colorant, et vous ne voulez récupérer que ce produit-là, vous voulez un produit pur, le plus pur possible. Alors la synthèse et les conditions expérimentales, en fait, il existe un certain nombre de paramètres qu'on peut contrôler pendant l'expérience pour faire varier l'équilibre et, si possible, avoir le maximum de produits à la fin. Alors on peut faire différentes choses. On peut travailler sur les volumes. Il faut faire très attention parce que quand on change la taille d'un environnement de réaction, d'une cuve par exemple, si on passe d'un petit bécher à une très grande cuve, les choses se passent des fois différemment et peuvent complètement changer. Donc il faut faire bien attention. Et ça joue sur l'équilibre.
Et un autre paramètre très important qui joue sur l'équilibre, c'est l'homogénéité du mélange. Si vous avez une grande cuve et qu'elle n'est pas agitée, ou même une petite cuve, hein, vous pouvez vous retrouver avec des endroits où ça a réagi et des endroits où ça n'a même pas vu qu'il y avait d'autres espèces chimiques avec eux. Donc vous allez avoir des problèmes et une réactivité qui va être différente et mal contrôlée. Donc il est important d'homogénéiser le mélange. Ensuite, vous avez des paramètres physiques qui vont jouer sur l'avancement de la réaction et l'équilibre final. C'est la température du milieu réactionnel, la pression au-dessus du milieu réactionnel et la durée de l'expérience. Alors la durée de l'expérience, ça a l'air de rien, mais entre une explosion qui est une réaction chimique extrêmement rapide, quasiment instantanée, et des réactions chimiques comme la saponification, c'est-à-dire transformer des huiles en savon, il y a des échelles de temps très différentes. Une explosion, c'est quasiment instantané, et la saponification, ça peut prendre plusieurs jours. Et enfin, on peut rajouter certaines espèces chimiques particulières dans le milieu réactionnel, qu'on appelle des catalyseurs, pour en fait permettre ou accélérer une réaction chimique. Le catalyseur, il a la propriété d'être présent dans le milieu réactionnel, mais d'être récupéré intégralement entre le début et la fin de la réaction chimique. Il participe, mais il est restitué à la fin. Bien, alors maintenant qu'on a vu les problématiques de conditions expérimentales, on va juste illustrer ça sur un exemple que vous connaissez, le montage à reflux. Le montage à reflux, vous l'avez déjà utilisé, il s'agit de chauffer le milieu réactionnel et de recondenser dans le milieu réactionnel tout ce qui s'évapore. Le principe du chauffage à reflux, c'est de permettre d'augmenter la température sans perdre des réactifs. Donc, quand vous allez chauffer le milieu réactionnel ici, si ça s'évapore, ça va être condensé, liquéfié à l'intérieur du tube ici, avec de l'eau froide qui circule, et retomber dans le milieu réactif. Et ça, c'est milieu réactionnel. Et ça, c'est très intéressant, ça permet de monter la température, améliorer la réaction, sans avoir à perdre des produits. Alors, la deuxième partie, très importante, c'est identifier les réactifs et les doser. Alors, quand vous avez un équilibre, vous voulez savoir ce qu'il y a dans votre bécher. Il existe tout un tas de techniques en chimie, vous en avez vu quelques-unes, pour identifier ce qu'il peut y avoir dans un milieu réactionnel. Par exemple, on peut utiliser des réactifs colorés pour identifier la présence de telle ou telle espèce chimique. On peut utiliser la spectroscopie infrarouge, qu'on a vu au début du chapitre, pour identifier telle ou telle espèce organique. On peut utiliser la chromatographie, comme la chromatographie sur couche mince, qui permet d'identifier la présence ou l'absence de certaines espèces chimiques. Donc ça, c'est un premier point important, savoir qu'est-ce qu'on a dans le milieu réactionnel, et ensuite on va se poser immédiatement la question du combien il y en a. Alors, c'est important de savoir combien on a fabriqué de produits à la fin, pour se demander si on peut améliorer cette quantité. Si on va en général nous produire le plus possible, donc on va chercher à augmenter, à changer les paramètres de synthèse pour augmenter la quantité de produits qu'on fait à la fin. Alors en général, on définit en chimie ce qu'on appelle le rendement de la réaction chimique, et le rendement de la synthèse, puisque ça dépend de la réaction chimique et de la manière dont on travaille, le protocole. On va déterminer un rendement à cette synthèse en divisant tout simplement la quantité de produits qu'on a obtenu par la synthèse par la quantité de produits qu'on aurait pu obtenir au maximum si tout s'était passé comme il faut, si on avait une réaction parfaitement totale. Ça va nous donner un certain pourcentage en multipliant par 100, et on va essayer de s'approcher le plus possible de 100%, c'est-à-dire d'obtenir tout ce qui est possible d'obtenir par la réaction chimique. En jouant sur les paramètres expérimentaux, on va pouvoir augmenter ce rendement. Et en général, la recherche du meilleur rendement possible est un travail important pour le chimiste. Dernière étape, une chose qui est très importante en chimie, ça va être de purifier les produits. On va améliorer le rendement en extrayant ce qu'on a fabriqué, les produits d'intérêt, et en les concentrant. Et il existe plein de techniques pour faire ça. L'extraction liquide-liquide qui permet, en jouant sur la polarité des solvants, de récupérer une partie du milieu réactionnel, celle qui nous intéresse, et de rejeter celle qui ne nous intéresse pas. Cristalliser, c'est-à-dire transformer en solide
les espèces chimiques qui nous intéressent, pour pouvoir après facilement les séparer par filtration mécanique. Donc la filtration mécanique, c'est le même principe que la machine à café, hein. Vous allez faire passer un mélange liquide, solide, dans un papier qui va fixer le solide, qui va empêcher le solide de passer, mais laisser passer le liquide. Et la distillation fractionnée, c'est une autre technique de séparation. Au lieu de jouer sur la polarité des solvants, cette fois-ci, on va jouer sur l'ébullition des solvants, et le solvant qui va bouillir, s'évaporer le plus vite, va être séparé à l'issue de la distillation. Donc toutes ces techniques de purification, de contrôle de la synthèse et d'identification des espèces chimiques permettent aux chimistes, en génie des procédés, d'améliorer les procédés de manière à obtenir une synthèse organique, une synthèse chimique la plus rentable possible. Alors on va regarder deux exercices ensemble, si vous le voulez bien, pour illustrer toute cette problématique. Alors le premier exercice qu'on va regarder, c'est l'exercice 9, page 139, où on nous présente une synthèse organique, une hémisynthèse. On va partir de composés pour fabriquer du phénol. Alors l'espèce chimique intéressante ici, c'est le phénol. Le phénol, c'est le produit qu'on a ici. Alors, on va essayer de lire un petit peu ces différentes réactions chimiques et ce que ça veut dire. Alors, première étape, on va chercher à s'intéresser aux espèces chimiques qui sont les réactifs de cette réaction. Alors, les réactifs de cette réaction, il y en a trois. Le premier, c'est le propène, le benzène en second, et enfin, le dioxygène, qui est dans la deuxième équation. Donc ça, ce sont des espèces chimiques qu'on va mélanger pour obtenir le phénol à la fin. Attention, cette espèce chimique ici n'est pas à proprement parler un réactif, puisqu'on l'a fabriqué ici dans la première étape. Donc c'est un intermédiaire de réaction. Deuxième question. Quel catalyseur on utilise? Alors, en général, quand on utilise un catalyseur, on va l'indiquer au-dessus de la flèche qui représente le passage des réactifs au produit. Donc ici, dans la première réaction, on a un catalyseur qui est représenté par H+. Les ions H+ sont utilisés pour catalyser la réaction chimique. Alors la catalyse peut servir soit à permettre une réaction chimique qui normalement n'est pas possible, soit améliorer grandement le rendement, et la cinétique, la vitesse à laquelle la réaction a lieu. Donc ici, on est à relativement haute température, à très haute pression, et en milieu acide, on va avoir une transformation du benzène et du propène en isopropylbenzène, qu'on va utiliser ensuite, et qu'on va mettre en contact avec du dioxygène. Là encore, à très haute température, à haute pression, mais cette fois-ci, le milieu devient basique. Alors, milieu basique, ça veut simplement dire qu'on va se placer dans un solvant qui contient des ions H- en quantité importante. Le fait d'être en milieu basique à 110 degrés et à 10 bars va permettre une réaction chimique entre l'isopropylbenzène et le dioxygène pour former cette nouvelle molécule qui est, là encore, un intermédiaire réactionnel. Enfin, en plaçant cette nouvelle molécule à plus basse température et en milieu acide cette fois-ci, on va obtenir une dernière réaction chimique, et cette réaction chimique va donner lieu à la formation de deux produits, le phénol et le propanone. Le phénol est notre produit d'intérêt, produit valorisant, et le propanone, ou autrement appelé acétone dans le langage de tous les jours, est un solvant organique quelconque qu'on récupère aussi lors de la réaction. On appelle le propanone ou acétone le coproduit de la réaction chimique. Exercice 22, page 143. Bien, alors première question, on va s'intéresser à une synthèse d'acide aminé. On nous demande de calculer la quantité de matière correspondante à 10 ml d'aniline. Alors pour ce faire, on va lire le texte et récupérer les informations qui nous intéressent. En fait, je veux convertir un volume d'une espèce chimique en nombre de moles, en quantité de matière d'une espèce chimique. Pour ça, on me donne deux informations dans le texte. La masse volumique de l'aniline, on me dit qu'elle vaut 1,02 g par millilitre. C'est donc la masse divisée par le volume, la masse volumique. J'ai aussi une autre information qui est la masse molaire de l'aniline,
grand M, qui vaut la masse d'un échantillon sur le nombre de moles de l'échantillon, ici 93 grammes par mol. Bien, avec ces deux informations-là, je vais pouvoir immédiatement calculer la relation entre le nombre de moles et le volume. Le nombre de moles d'aniline, c'est, on va utiliser la deuxième équation, c'est donc la masse d'aniline divisée par la masse molaire d'aniline. Mais cette masse d'aniline, en fait, elle m'est donnée par la masse volumique fois le volume que j'ai prélevé. Alors, si je prends 10 ml d'aniline qui a une masse volumique de 1,02 g par millilitre, et que je divise ça par la masse molaire de l'aniline de 93, j'ai donc à la fin une quantité de matière qui vaut 0,11 mol. Donc mes 10 ml d'aniline correspondent à 0,11 mol. On peut vérifier qu'au niveau des dimensions, c'est bien cohérent. J'ai pris un volume en millilitres fois des grammes par millilitre, donc millilitres multiplié par grammes par millilitre, ça fait bien des grammes, et des grammes divisés, enfin tout ça c'est en grammes, des grammes divisés par des grammes par mol, ça fait bien des mols à la fin. Donc on a bien calculé une quantité de matière qui correspond donc à 10 millilitres d'aniline. Deuxième question, quel est l'avancement maximal de la réaction? Là c'est relativement simple. J'ai mélangé de l'aniline et une autre espèce chimique que j'ai mis en quantité très importante. Donc la réaction chimique, si elle est totale, elle va s'arrêter dès qu'il n'y a plus d'aniline, puisque l'autre espèce chimique est en quantité très importante. Donc l'avancement maximal, ça sera tout simplement 0,11 mol. Je vais fabriquer, dans le meilleur des cas, 0,11 mol, enfin je vais consommer, pardon, dans le meilleur des cas, 0,11 mol d'aniline. À quelle quantité de matière d'acétanilide formée correspond cet avancement maximal? Dans la réaction chimique, chaque fois que je consomme une mol d'aniline, je fabrique une mol d'acétanilide. Donc, si l'avancement maximal vaut 0,11, je vais former 0,11 mol d'acétanilide, tout simplement. Maintenant, on me demande le rendement. Alors, le rendement, là, comme ça, je ne peux pas le calculer, il faut que je rajoute dans la vraie vie, dans une vraie expérience, quelle quantité j'ai fabriqué d'acétanilide, avec ces 10 ml d'anilide, qui correspondent à 0,11 mol. Alors, on me donne comme information que j'ai fabriqué 11,2 g d'acétanilide. Alors, je vais convertir 11,2 g en nombre de moles d'acétanilide. Pour ça, je vais donc N obtenu, c'est le nombre de moles d'acétanilide. Je vais diviser la masse d'acétanilide obtenue par la masse molaire de l'acétanilide et je retrouve 0,08 mol. J'ai donc fabriqué 0,08 mol d'acétanilide. Or, si la réaction avait été totale, j'aurais dû retrouver 0,11 mol. Donc, j'ai un écart entre ce que j'obtiens et ce que j'aurais dû obtenir au maximum. Et cet écart, je vais le calculer en divisant le nombre de moles obtenus par le nombre de moles maximal possible, multipliant par 100 pour avoir un pourcentage. Je me retrouve avec une réaction chimique qui a un rendement de 73%. Voilà, donc j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour poser des questions s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. On corrigera peut-être un ou deux exercices supplémentaires que je vous mettrai dans la description la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas, restez chez vous, faites attention et à bientôt. Au revoir.